Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite avec vous faire la correction du DNB qui est tombé donc aujourd'hui. Là, quand je tourne, on est l'après-midi. Donc, vous avez passé l'épreuve ce matin. Là, vous êtes certainement encore en épreuve de sciences. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous proposer une correction. Et je dis bien proposer une correction, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs corrections possibles et je vais faire de mon mieux pour essayer de répondre à chacune des questions qui vous étaient proposées ce matin. Alors, dans un premier temps, vous aviez une analyse de documents qui avait comme sujet civil et militaire dans la Première Guerre mondiale. Vous aviez deux documents, un premier document, un témoignage d'un enfant pendant la Première Guerre mondiale, et il vous était posé trois questions, principalement ici, par rapport à ce document. Donc, identifier la nature de ce document, relever trois extraits montrant les souffrances des civils, et montrer ce qu'apporte ce document par rapport au point de vue d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Alors je vais pas lire ce document avec vous aujourd'hui. Si vous souhaitez le lire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Moi, je vais directement répondre aux questions. Donc, identifier la nature de ce document, en fait, on va essayer de répondre à la question qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme document? Donc ici, nous sommes en présence d'un témoignage d'une enfant de 7 ans recueilli et publié en 1983. Dire qu'il s'agit d'un texte, c'est pas suffisant. Là, vous avez très clairement, hein, tout en bas, il est marqué source, il est très clairement noté témoignage. Donc il faut être le plus précis possible et parler de témoignage. Ensuite, on vous demandait de relever trois extraits montrant les souffrances des civils. Alors, en réalité, il y en a plus que trois, hein. Vous avez un certain nombre de choix. Alors, j'ai sélectionné les extraits suivants. On manquait de beaucoup de choses. C'était quand même la misère, et on a surtout manqué de pain. Là, on a bien trois extraits qui montrent la souffrance des civils, le fait que leur vie est difficile durant la Première Guerre mondiale. Et enfin, montrer ce qu'apporte ce document par rapport au point de vue d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Alors, je pense que c'est une question qui vous a un peu perturbé, elle m'a également perturbé, elle est très mal organisée cette question. Montrer ce qu'apporte ce document par rapport au point de vue d'un soldat de la Première Guerre mondiale. L'idée de point de vue de soldat de la Première Guerre mondiale, ça sous-entend plein de choses. Donc là, je vais proposer une réponse, mais il est possible de développer d'autres points très certainement. Ce document montre que les soldats dans les tranchées ne sont pas les seuls à souffrir de la Grande Guerre. L'arrière est touché par le manque de nourriture, il y a de nombreuses privations. De plus, l'arrière est totalement mobilisé avec le front, les femmes remplacent les hommes dans les usines, les écoles sont réquisitionnées. Je pense que l'objectif de cette question, c'était de montrer que les civils et bien évidemment les soldats ne vivaient pas la même chose quand on parle de point de vue. À mon avis, c'est ce point-là qu'il faut développer. Donc dire qu'ils ne vivent pas la même chose, qu'il y a forcément des points de similitude, hein. Le manque de nourriture, c'est quelque chose qui touche le front, mais qui touche également l'arrière. Je pense qu'il faut également nuancer, hein, ce point de vue. Peut-être que lorsqu'on parle point de vue d'un soldat de la Première Guerre mondiale, je ne sais pas si ici la question fait écho à la propagande, à l'idée que les soldats partaient la fleur au fusil en se disant que ça allait bien se passer. Et justement là, hein, ça nous montre tout le contraire. Donc peut-être qu'il y a ça aussi qui est en jeu. En tout cas, c'est une question qui est, en tout cas à mon sens, assez bancale. Ensuite, vous aviez donc un deuxième document qui est une affiche française de 1918 qui appelait les civils à poursuivre l'effort de guerre en participant au quatrième emprunt. Et vous aviez deux questions. Décrivez l'affiche en montrant comment les personnages représentent le front et l'arrière. Donc là, on est dans de la description. Nous pouvons dire que nous voyons un poilu armé de son fusil qui représente les combats au front. Sa posture nous laisse imaginer que l'ennemi allemand n'est pas loin. On voit qu'il est accroupi, il fait preuve de prudence, qu'il regarde ce qui se passe au loin. Au premier plan, nous voyons également, alors il manque un N, faites pas attention à ça, nous voyons également un vieil homme et une petite fille qui apportent des cartouches de munitions. Le soldat tend la main pour les récupérer. Il y a aussi l'idée que les civils se trouvent en fait peut-être dans une tranchée, mais en tout cas, eux, les civils, hein, ne sont pas vulnérables comme le soldat, ce qui montre qu'ils sont bien à l'arrière. Le soldat est sur peut-être une forme de no man's land. Les civils, eux, on voit qu'ils sont protégés. Donc ça symbolise bien l'arrière et le front.
Et cinquième question, expliquer l'objectif de cette affiche. L'objectif de cette affiche est d'inciter les Français à s'investir dans l'effort de guerre, notamment à travers l'emprunt national qui sert à fabriquer les munitions. L'affiche date de 1918, la guerre dure déjà depuis 4 ans. Donc il y a une forte lassitude, il y a de très nombreuses difficultés financières. Et l'État demande, et là je cite le document, encore un effort, ce qui sous-entend que les Français ont déjà fait beaucoup d'efforts. Bien évidemment, les civils ne vont pas directement au front pour apporter des munitions. Là, ici, les civils participent à l'envoi de munitions à travers l'emprunt national. Et c'était ça qui était symbolisé dans cette affiche. Alors vous ne l'aviez pas en couleur, si je dis pas de bêtises. La question 6, alors c'est à chaque fois dans une analyse de document, la question 6, elle demande une réponse un peu plus argumentée. Montrer comment les civils participent à l'effort de guerre entre 1914 et 1918. Donc là, on va développer notre réponse et également en utilisant, alors c'est pas précisé dans la question, mais on va forcément utiliser des connaissances qu'on a vues en cours sur le sujet. Donc, durant la Première Guerre mondiale, les civils représentent l'arrière. Je mets la définition d'arrière entre parenthèses, c'est pour ça que le terme est en rouge, c'est un espace éloigné du front. Leur vie est bouleversée par cette guerre totale, donc c'est une guerre qui mobilise l'ensemble de la population, les soldats comme les civils. Les femmes remplacent les hommes dans les usines, c'est ce qu'on appelle les munitionnettes. Les écoles sont réquisitionnées, certaines femmes s'engagent pour soigner les blessés. Dans le document, on parle de la Croix-Rouge. De plus, les civils se privent de nourriture, il y a des pénuries, ils subissent les très nombreux bombardements. Enfin, la pression fiscale s'accentue, les emprunts se multiplient. Cette affiche montre bien la propagande, moyen utilisé pour répandre des idées à l'opinion publique, qui est faite à l'époque pour maintenir la pleine mobilisation des civils. C'était ça l'idée principale de l'affiche. Donc là, vous avez déjà fait le premier exercice qui était une analyse de documents. Nous allons maintenant passer au deuxième exercice, l'exercice 2, qui, du coup, est plutôt un exercice de rédaction, c'est un développement construit, qui porte sur les espaces de faible densité, donc les espaces ruraux, les montagnes, les secteurs touristiques, finalement les secteurs peu urbanisés, et évidemment leurs atouts. Alors la question est la suivante. En vous appuyant sur un exemple de votre choix, rédigez un développement construit d'environ 20 lignes qui présente les atouts et les dynamiques des espaces de faible densité en France. Donc plusieurs termes importants ici, il y a le terme d'atout, il y a également le terme de dynamique, bien évidemment espace de faible densité, il va falloir définir ce terme, et puis le cadre géographique, ici la France. Je vais vous proposer à chaque fois donc une introduction, 2 parties et une conclusion rédigée. On peut introduire de la façon suivante. Les espaces de faible densité font partie intégrante du paysage français. Ce sont des espaces variés à dominante agricole, on a des forêts, des montagnes. Ces espaces ruraux recouvrent 40% du territoire français mais disposent d'une faible densité de population. La diagonale des faibles densités en est l'exemple type. Attention, on ne parle plus de diagonale du vide, c'est un terme dépassé, on parle bien de diagonale des faibles densités. Un espace de faible densité peut se définir comme un espace où la densité de population est inférieure à 30 habitants au kilomètre carré. On peut se poser la question suivante, quels sont les atouts et les dynamiques des espaces de faible densité? On annonce le plan, répondre à cette question nécessite de voir tout d'abord les atouts de ces espaces, puis leur renouveau à travers leur adaptation et les nouvelles dynamiques qui en découlent. La problématique et l'annonce de plan ne sont pas obligatoires, d'accord? Vous avez la possibilité de le faire, mais c'est pas un critère essentiel de notation. Donc la première partie porte sur les atouts. Donc finalement, la question, déjà dans le sujet, nous invite à faire un plan en 2 parties. Vous pouvez faire un plan en 3 parties en expliquant, peut-être déjà dans une première partie, les difficultés. Les déserts médicaux, par exemple. La crise agricole, d'accord? Il y a plein de difficultés qu'on peut évoquer. Là, on va plutôt s'attarder sur les 2 parties, principales. Donc les nombreux atouts. Les espaces de faible densité sont souvent des espaces à vocation agricole. Nous pouvons prendre l'exemple de la Beauce, qui est une région parisienne. euh, donc les espaces de faible densité sont souvent des espaces à vocation agricole. Nous pouvons prendre l'exemple de la Beauce, en région parisienne, qui est une zone d'agriculture productiviste,
à haut rendement et compétitive à l'échelle mondiale. L'élevage caractérise également ces espaces, notamment avec l'aviculture en Bretagne. L'aviculture, c'est l'élevage notamment de poulets, de dindes, etc. Ces espaces ont un mode de production agricole raisonné, parfois labellisé, ce qu'on peut appeler AOP, l'appellation d'origine protégée, ou l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée. Il y a une multitude de labels, il y a le label bio, il y a le label rouge notamment, etc. En montagne, la pente et le climat ont permis le développement des activités liées au tourisme hivernal et faire de ces régions autrefois enclavées des espaces touristiques dynamiques. Loin de la pollution et de l'agitation des vallées ou des grandes métropoles, la haute montagne offre un environnement préservé. Donc là, on parle d'une des formes de tourisme les plus développées dans les espaces de faible densité, donc la montagne. Grand 2, de nouvelles dynamiques. De nombreux espaces de faible densité gagnent en dynamisme grâce au tourisme. Donc on continue de parler du tourisme, et cette fois-ci en présentant les nouvelles dynamiques touristiques. En effet, de plus en plus de touristes préfèrent jouer la carte du tourisme vert à la découverte de la nature et du terroir. On peut prendre l'exemple de l'œnotourisme, notamment le tourisme lié au vin. Cela va de pair avec le développement des parcs nationaux et la protection de l'environnement. Les exemples de conflits d'usage, alors c'est les tensions entre plusieurs acteurs pour l'aménagement d'un espace, comme celui du Center Park en Isère, sont nombreux. Donc on peut parler des dynamiques, voilà, dès lors qu'on développe quelque chose en lien avec le tourisme, forcément il va y avoir un espace naturel qui va être détruit. En effet, le développement du tourisme entraîne souvent des nuisances, bruit, pollution, gestion des déchets, etc. On peut également évoquer un deuxième argument, celui des néo-ruraux. Les néo-ruraux, ce sont des nouveaux habitants d'origine urbaine en zone rurale. Ils s'installent dans les zones rurales de faible densité afin de vivre au calme à des prix très abordables. Ils permettent ainsi le maintien de certains commerces et empêchent la fermeture de classes dans les écoles. Ils cherchent la tranquillité et une reconnexion avec la nature. Cette tendance est visible depuis le confinement et le développement du télétravail. Une fois notre développement presque terminé, on peut passer à la conclusion. Pour conclure, les espaces de faible densité peuvent se reposer sur de nombreux atouts comme le tourisme ou l'agriculture. Donc là, on résume les très très grandes lignes de notre sujet. Ces dernières années, on assiste à un renouveau de ces espaces avec le développement de nouvelles formes de tourisme, une agriculture plus responsable. Vous pouvez parler du bio, bien évidemment, ce qui permet de redonner vie à ces territoires, c'est l'idée de revitalisation. Alors, j'ai fait le choix d'exemples particuliers, d'arguments également particuliers, hein. Vous faites et vous deviez faire en fonction de ce que vous avez étudié en classe. Étudier les espaces de faible densité peut nous amener à voir les aires urbaines qui sont des espaces de très forte densité. Donc là, c'est une ouverture pareil. L'ouverture, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est toujours appréciable. Donc là, vous avez une ouverture qui est déjà toute prête. On a un boulevard pour cette ouverture-là. Une fois qu'on a parlé des espaces de faible densité, on peut parler à des espaces de forte densité. Donc ça va être les aires urbaines. Et vous aviez également un petit indice par rapport à cette ouverture. C'est tout simplement l'exercice cartographique qui est proposé. On vous demandait justement de travailler sur les aires urbaines. Donc là, on va s'occuper de l'annexe. Je vous retrouve pour la faire en direct avec vous. Donc on se retrouve pour compléter l'annexe qui concerne les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée. Alors pas de chance, vous avez finalement un schéma à compléter et un fond de carte, ça fait deux exercices. On a déjà vu des brevets où il y avait uniquement un fond de carte. Le schéma concerne l'organisation d'une aire urbaine en France. Alors j'ai fait une vidéo sur ce schéma-là, n'hésitez pas à aller la regarder. C'est l'un des schémas les plus simples que vous pouvez faire en géographie. Donc là, il nous faut compléter la légende, et il y a également un petit figuré là ici à trouver. Alors, on a un premier figuré ici qui concerne des hachures, donc on voit les hachures ici au centre. Donc là, on pense au centre, donc c'est ce qu'on appelle la ville-centre. Donc là, on peut écrire ville centre. Centre-ville, ça fonctionne. Tout autour, on a un figuré qui est gris. Ça, c'est ce qu'on appelle la banlieue. Et enfin, donc on a pareil un troisième figuré avec des points. Alors,
dans une aire urbaine, c'est ce qu'on appelle la couronne périurbaine. Couronne parce qu'elle entoure l'ensemble, hein, ce double ensemble-là de la ville, centre et de la banlieue. C'est donc la couronne périurbaine. Couronne périurbaine. Et donc, il nous faut trouver un figuré dynamique de l'aire urbaine, un figuré nommé mobilité. On a déjà un figuré ici étalement urbain, donc c'est bien évidemment les flèches vers l'extérieur. Donc nous, on avait vu ensemble qu'il y avait un figuré finalement qui correspondait à une forme de mobilité. C'était les déplacements travail-maison, c'est ce qu'on appelle les migrations pendulaires. Ce sont donc des allers-retours. Alors mettre mobilité, encore une fois, c'est un choix qui est curieux. Mais ça fait référence à cela. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est donc une double flèche, et on va reproduire cette double flèche sur le fond de carte. Donc, alors c'est très simple, hein. On peut faire une double flèche qui va du centre vers la couronne périurbaine. On peut également faire donc une autre flèche, alors on va prendre le nord, qui va, pareil, hein, peut-être aller de la banlieue vers la couronne périurbaine. Ça dépend des lieux de travail, des lieux d'activité économique qui peuvent s'y retrouver. On sait qu'il y a des activités économiques qui se trouvent en banlieue. Ça peut être des centres d'affaires, ça peut être des centres d'activité justement, des zones d'activité, des ZADA, donc voilà, il y a une variété. Donc ça, c'était ce qui était demandé par rapport au schéma. Si je descends, donc là ici vous avez un fond de carte, et on vous demande de localiser 6 aires urbaines de votre choix. Alors, en classe, vous en avez certainement vu une dizaine. Donc, là, encore une fois, on a un avantage, c'est que c'est de notre choix, on ne nous impose pas. Donc, on va sélectionner celle que l'on connaît. Bon, il y en a une que nous connaissons tous, c'est Paris, la capitale. Bon, il n'y a pas de couleur qui est dite clairement, il n'y a pas non plus... Voilà, est-ce qu'il faut écrire en majuscule, en minuscule? Bon, dans ce cas, c'est libre. Donc, nous, on va écrire de façon la plus classique possible. Donc, Paris. Au nord, on retrouve Lille. Ici, nous retrouvons Rouen. À ne pas confondre avec Le Havre, hein, qui est sur le littoral. Ensuite, nous avons la ville, justement, on parlait du vin tout à l'heure. Donc, Bordeaux, capitale du vin. Au sud de Bordeaux, au sud-est, Toulouse. Marseille, ici, par exemple. Bon, si vous écrivez dans la mer Méditerranée, c'est pas grave. Marseille, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Là j'ai les 6 déjà. J'ai les 6 aires urbaines. Bon, après, voilà, on pouvait en mettre d'autres, hein. On pouvait mettre Nantes ici, on pouvait mettre Lyon, Strasbourg, bref. Là vous avez les 6, donc là vous avez l'entièreté des points. L'exercice 3, c'est un exercice d'enseignement moral et civique, donc de MC. Ici, le thème était l'engagement citoyen des jeunes. Vous aviez donc là 2 documents. Un premier document sur le conseil municipal des jeunes de Reims, et il y avait 2 questions sur ce document-là. Indiquer 2 conditions qui permettent de participer au conseil municipal des jeunes de la ville de Reims, et citer 2 thématiques dans lesquelles les actions du conseil municipal des jeunes de la ville de Reims doivent s'inscrire. Pareil, si vous voulez lire le document, je vous laisse faire pause. La première question, on peut y répondre assez facilement. Donc, pour participer au conseil municipal des jeunes de Reims, il faut être collégien, donc scolarisé. Alors, collégien entre la 6e et la 3e, hein, bien évidemment, et habiter Reims ou être dans un collège de Reims. Donc, on peut habiter voilà, aux alentours de Reims. Du moment qu'on est scolarisé à Reims, ça fonctionne. Les 2 thématiques dans lesquelles il est possible de mener des actions sont les thématiques de la citoyenneté et de la solidarité. On peut mener des actions dans la culture, dans la santé,
en faveur de l'environnement. Ça, c'était évoqué dans le deuxième paragraphe. La troisième question, du coup, porte sur ce document 2, qui est une affiche pour le conseil municipal des jeunes de Margancel, dans le département de la Haute-Savoie, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La question est la suivante: présente-toi ou vote pour élire tes représentants, donc ça c'est une citation, montrer que ce slogan fait du conseil municipal des jeunes une instance démocratique. La démocratie permet aux jeunes de s'engager directement ou indirectement dans la prise de décision. De plus, il est possible de se présenter ou voter. Cela veut dire qu'il y a des élections libres. On se présente pour des élections, on vote dans le cadre d'une élection. Et l'élection libre, c'est une caractéristique essentielle de la démocratie. S'il n'y a pas d'élection, nous ne sommes pas dans une démocratie. Donc ça, c'était ce qu'il fallait expliquer. Et enfin, la quatrième question, encore une fois, qui est très large. Vous décidez de candidater pour devenir membre du conseil municipal des jeunes de votre commune. Rédigez un discours dans lequel vous présentez vos motivations et vous développez une proposition d'action citoyenne qui vous tient à cœur. Je le répète, je l'ai dit de multiples fois en classe, cette question-là, pour vous, c'est du petit lait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on attend une réflexion citoyenne. Vous êtes les citoyens de demain. Normalement, vous devez être capable d'avoir une réflexion citoyenne. Donc dès lors que vous amenez justement cette réflexion-là, avec un enjeu que vous voulez présenter, une action que vous voulez faire, en prenant cette posture-là de candidat, vous avez les points. Donc je propose le discours suivant. Chers camarades, je me présente à vous en tant que candidat aux élections du conseil municipal des jeunes de notre commune et je souhaite vous convaincre de voter pour moi. Je souhaite défendre nos intérêts en représentant vos préoccupations du quotidien dans le domaine de l'écologie, de la sécurité et de l'éducation. Je souhaite développer un exemple précis, l'écologie, parce qu'il était bien noté dans la question, vous développez une proposition d'action citoyenne. Je souhaite développer les espaces verts, donc ça peut être, je sais pas moi, planter des arbres, ça peut être faire un nouveau parc de promenade ou aménager une voie, hein. Vous pouvez notamment dire que peut-être dans votre commune, il y a une ancienne voie ferrée et que cette voie ferrée, vous souhaitez la réaménager en espace de promenade, ou faire chaque semaine ce qu'on appelle des marches éco-citoyennes, il manque un S à marche, pour ramasser les déchets afin de lutter contre la pollution. C'est possible. Vous pouvez développer n'importe quel autre thème. Là, j'ai choisi l'écologie. Vous pouvez parler de l'éducation, vous pouvez parler du harcèlement, vous pouvez parler de la culture. Bref, là, il y avait vraiment plein de possibilités. Aussi, je tiens à placer une valeur de confiance entre nous en écoutant attentivement votre avis, en donnant une place importante à votre parole par le biais d'un dialogue constant. Bon, là, c'est montrer que vous allez discuter avec vos concitoyens. Je m'engage à être un représentant fidèle et dévoué et je compte sur votre vote. N'oublions pas que c'est un discours pour devenir membre du conseil municipal des jeunes. Merci pour votre attention. Alors faites bien attention dans le sujet, hein, il était dit qu'il ne fallait pas signer, donc aucune signature. On termine par merci pour votre attention. La correction est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé, en tout cas que vous avez pu mieux comprendre le sujet. Les résultats vont donc tomber très rapidement. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à donner votre note une fois que vous aurez vos résultats. Je vous souhaite une bonne journée, profitez bien de vos vacances, vous l'avez bien mérité, et à très vite pour une nouvelle vidéo.